Ils s'appelaient eux-mêmes le Phénix de sang, le gang de motards le plus redouté. Pendant des mois, ils avaient semé la terreur dans le Montana, terrorisant la ville de Thunder Ridge, pensant qu'ils possédaient ces rues, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Frank Anderson. Pour eux, Frank n'était qu'un autre commerçant de 72 ans, une cible facile. Mais lorsqu'ils brûlèrent le drapeau américain devant sa quincaillerie, ils commirent la plus grosse erreur de leur vie. Ce que le chef du gang, l'impitoyable Jake Marshall, ignorait, c'est que ce vieil homme si calme était un vétéran du Vietnam hautement décoré. Frank était sur le point de passer un appel téléphonique qui rassemblerait une armée de plus de 200 vétérans de combat lui devant leur vie. Dans les 24 heures, Thunder Ridge deviendrait un champ de bataille pour une histoire extraordinaire de rédemption, où le pire acte irrespectueux d'un gang conduirait à leur transformation la plus profonde. Le lever du soleil à Thunder Ridge. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la rue principale de Thunder Ridge. Frank Anderson, les mains légèrement tremblantes mais précises, hissait comme chaque matin le drapeau américain devant sa quincaillerie. Ce rituel, qu'il effectuait depuis 40 ans, avait une signification bien au-delà des gestes. Ce drapeau, bien que légèrement effiloché, symbolisait tout ce pourquoi il avait combattu. De l'autre côté de la rue, Marie-Hélène Foster essuyait machinalement des comptoirs déjà propres dans son restaurant. Elle regardait Frank avec respect, tout comme Patricia Gardner, assise à son stand habituel, une tasse de café refroidissant devant elle. Mais ce calme fut brisé par le rugissement des moteurs d'un groupe de motards. Les membres du Phénix de sang passèrent lentement devant la quincaillerie de Frank, leurs regards menaçants fixant l'ancien commerçant. Leur blouson arborait fièrement l'emblème du Phénix, un oiseau de feu, elle déployée dans une posture de défi. Patricia murmura. 4e fois cette semaine. La menace s'intensifie. Plus tard, Jake Marshall et ses hommes s'arrêtèrent devant la quincaillerie. Le chef de gang, avec son allure imposante et ses lunettes de soleil, fixa le drapeau flottant fièrement au-dessus du magasin. En signe de provocation, l'un des hommes fit tomber les outils de jardin soigneusement disposés sur le trottoir. Frank, impassible, continua son balayage. Mais ceux qui le connaissaient bien pouvaient voir une étincelle dans ses yeux, une résolution calme, mais inébranlable. Lorsqu'on lui lança des menaces voilées, Frank répondit doucement, presque philosophiquement. L'ordre naturel a une façon de surprendre ceux qui pensent le comprendre. Un appel au passé. Après l'affrontement, Frank entra dans le restaurant, salua Marie-Hélène et dit « Excusez-moi, j'ai besoin de passer un coup de téléphone. » « Quel genre d'appel » demanda le chef de police Sawyer, bien qu'il semblait déjà deviner la réponse. « Juste des nouvelles à prendre avec de vieux amis. Des hommes qui n'ont pas oublié ce que signifie tenir bon. » Alors que Frank traversait la rue, le drapeau flottait au-dessus de lui, un rappel des promesses faites et tenues. À l'intérieur du restaurant, le silence pesait lourd. Tous savaient que quelque chose de grand allait se produire. Il était difficile de revenir sur cette décision, mais elle marquait le début d'une tempête. Thunder Ridge, paisible et silencieuse sous une nuit noire, allait devenir le théâtre d'un affrontement inévitable. Frank Anderson, ancien colonel et propriétaire d'une quincaillerie, tenait une vieille photo entre ses mains. L'image montrait un groupe de soldats fatigués, leurs visages marqués par la guerre, mais leurs regards empreints de détermination. Au centre, un soldat tenait un drapeau, celui qui flottait maintenant au-dessus de son magasin. Ce que Jake Marshall, chef du gang Blood Phoenix MC, ne savait pas, c'est que la décision qu'il venait de prendre allait réveiller des forces dormantes, des forces prêtes à tout pour défendre leurs valeurs. Le gang se rassemblait au bout de la rue principale, leurs motos brillant sous les lampadaires comme des prédateurs aux aguets. Jake, en tête, préparait son attaque. Il tenait à la main un cocktail Molotov, prêt à réduire en cendres le magasin de Frank. Il ignorait que derrière la vitrine en flammes se trouvait un homme dont la volonté avait été forgée dans les batailles les plus brutales. Frank, observant la scène depuis son bureau, composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. La voix rauque à l'autre bout répondit. « Murphy ? C'est Anderson. Tu te souviens de cette nuit à QSN ?» Une pause. Puis une voix pleine de gravité répondit. « Je me souviens. Qu'est-ce qu'il se passe, Frank ? Ils viennent pour ça, le drapeau que nous avons porté, celui qui a recouvert nos frères tombés.
En l'espace de quelques heures, une chaîne de solidarité inattendue s'était mise en marche. Les vétérans, unis par des liens indestructibles, affluaient des quatre coins de l'État. Le grondement de leurs motos se mêlait aux échos du passé, transformant Thunder Ridge en une véritable forteresse. Jake Marshall, réalisant qu'il avait réveillé une force qu'il ne comprenait pas, vacilla. Son gang, autrefois sûr de son pouvoir, commençait à ressentir le poids de l'organisation et de la discipline des vétérans. Chaque renfort qui arrivait semblait renforcer un mur invisible, une ligne que ni Jake ni ses hommes n'osaient franchir. Au cœur de la nuit, Frank se tenait devant son magasin partiellement brûlé, son regard dur et déterminé. Il fixa Jake et dit : « Tu viens de déclencher une guerre que tu ne peux pas gagner. » Les Blood Phoenix MC comprirent que ce n'était pas un simple affrontement. C'était une leçon sur le respect, sur ce que signifie vraiment défendre quelque chose de précieux. À mesure que la nuit avançait, la tension montait, mais Frank et ses frères d'armes tenaient leur position. Le drapeau, intact malgré les flammes, flottait toujours au-dessus d'eux, symbole d'une unité et d'un sacrifice que rien ne pouvait ébranler. À travers la nuit, la voix grave et inimitable du commandant Cooper retentit à la radio. « Messieurs du commandement, je vous suggère de réfléchir très attentivement à votre prochaine action. » Au complexe du Phénix sanguin, Jake arpentait nerveusement la pièce, attendant des rapports de ses hommes. La radio crépitait d'appels désespérés. Les voix trahissaient la peur, mêlées aux interférences statiques. Ils nous encerclent. Ces gars-là ne sont pas comme les autres. Ils bougent comme une véritable unité militaire. Jake frappa violemment une chaise contre le mur. Reculer ? Jamais. Je ne laisserai pas ces vieux soldats nous humilier. Pendant ce temps, à l'arrière-boutique du magasin Anderson S. Hardware, Frank coordonnait les mouvements des vétérans avec une précision militaire. Transformé en centre tactique, le local grouillait d'activité. Une carte détaillée de Thunder Ridge trônait au mur, tandis que les opérateurs radio échangeaient des informations. Mouvement au nord, Frank. Ils sont environ 15 sur des motos, mais ils n'ont pas de formation tactique. Frank hocha la tête et étudia la carte. Il murmura calmement. Ils essaient de briser une section du périmètre. Informez toutes les unités. Restez vigilants, cela pourrait être une diversion. Les motards du Phénix sanguin rugissaient en chargeant, mais leur triomphe fut de courte durée. Canalisés dans des rues étroites par des câbles d'acier tendus, ils furent forcés de suivre un chemin préétabli. Les vétérans surgirent alors des ruelles, encerclant les motards. En quelques instants, ce qui semblait être une charge écrasante fut contenu dans un périmètre de 4 blocs. La voix autoritaire de Frank résonna à travers la radio. « Rendez-vous. Abandonnez vos motos et quittez la ville, ou affrontez les conséquences. » Dans le chaos, un jeune motard tenta de charger Frank. En un éclair, 3 vétérans le désarmèrent avec une coordination parfaite. La tension monta d'un cran. Les membres du Phénix sanguin, habitués à imposer leurs lois par la peur, se retrouvèrent impuissants face à une force organisée. Au fil des heures, de plus en plus de motards se rendirent, déposant leurs armes et désarmant leurs motos. Certains murmuraient avec résignation. « On ne peut pas gagner. Ces hommes sont différents. Ils savent ce qu'ils font. » À l'aube, le rugissement des motos du colonel Murphy se fit entendre à des kilomètres. Plus de 200 vétérans en formation avancée arrivaient pour renforcer leurs camarades. Jake Marshall, regardant la scène depuis son bureau, sentait le désespoir gagner ses rangs. Ces hommes, autrefois confiants, étaient devenus des ombres errantes, brisés par la supériorité tactique des vétérans. Frank reprit la radio pour transmettre un dernier avertissement. « Jake, tu as 2 heures pour te rendre. Si tu ne le fais pas, tu devras affronter une armée qui a survécu à l'enfer et perfectionné l'art de la guerre. Ce choix te revient. » Jake serra les poings, partagé entre rage et peur. Ces hommes continuaient de déserter. Scorpion, l'un de ses lieutenants, murmura à voix basse. « Ces gars-là, ce sont des légendes. On n'a aucune chance. » À Thunder Ridge, les habitants regardaient à travers les fenêtres, fascinés par la discipline et l'unité des vétérans. L'équilibre des forces avait basculé, et l'ère de la domination du Phénix sanguin touchait à sa fin.
La police d'État avait bloqué toutes les voies de sortie, sauf celles que nous empruntions, laissant une ouverture pour les redditions. Murphy hocha la tête, approuvant. Opération propre, Frank, comme au bon vieux temps, dit-il. On avait de bons professeurs, répondit Frank. J'ai appris des meilleurs. Les yeux du colonel s'assombrirent en se remémorant cette nuit où Frank avait risqué l'impossible pour sauver tout le monde. Un tir antiaérien suicidaire si dense qu'on aurait pu marcher dessus, et pourtant, tu y es allé, dit-il. Murphy posa une main sur l'épaule de son vieil ami. Et maintenant, nous sommes là pour toi. 200 hommes, Jacques, prêts à montrer à ces Blood Phoenix ce que sont de vrais guerriers. À l'extérieur, le soleil montait alors que davantage de membres des Blood Phoenix sortaient du complexe, les mains levées pour se rendre. Les vétérans, efficaces et professionnels jusqu'au bout, les maîtrisaient sans panique. La force écrasante, déployée avec une précision redoutable, avait accompli ce qu'aucune négociation n'aurait pu obtenir. Le chef de la police, Sawyer, s'approcha de Murphy et Frank, secouant la tête avec étonnement. « Je n'ai jamais vu ça, dit-il. Ils se rendent comme si quelqu'un avait coupé leur fils. La peur ne fonctionne que jusqu'à ce qu'un ennemi plus fort apparaisse, répondit Murphy. Ces garçons ont construit leur pouvoir sur l'intimidation. Maintenant, ils font face à des hommes qui connaissent la vraie guerre. Dans le complexe, Jake Marshall observait son empire s'effondrer à travers les fenêtres sales. Les vétérans, inébranlables, prenaient position avec une discipline impeccable, un contraste flagrant avec ses propres hommes démoralisés. Le Scorpion, son fidèle bras droit, s'arrêta à la porte et lança. Il n'y a pas de honte à se rendre à plus fort que soi. Jake, cependant, n'écoutait pas. Son visage était une masque de rage pure. Ce sont de meilleurs hommes ? Ils ne sont rien, et je vais le prouver. Toute la ville verra ce qu'est le vrai pouvoir. La voix de Jake s'altérait, inquiétant Scorpion. Qu'est-ce que tu as fait, Jake ? Un rire délirant répondit. Une police d'assurance. Le vieil homme veut son précieux drapeau ? Voyons ce qu'il en pense quand toute la ville brûlera. À l'extérieur, Frank et Murphy continuaient à coordonner les vétérans, mais Scorpion surgit soudain du complexe en criant. Jake a piégé tout le bâtiment. Réservoir de propane, fût de carburant, tout va exploser. Le ton était grave. Murphy échangea un regard avec Frank. Comme au Vietnam, murmura-t-il. On fait ce qu'il faut pour sauver des vies. Alors que le soleil continuait à monter, les vétérans passèrent à l'action. Ils sécurisèrent méthodiquement le périmètre et commencèrent à évacuer les civils. À l'intérieur, Jake, semblable à une bête en cage, serrait un détonateur entre ses mains tremblantes. Frank Anderson s'avança seul, ses pas mesurés, jusqu'à être à portée de voix du complexe. Sa voix résonna dans la rue vide. Jake, il est temps d'en finir. Tu n'as pas besoin de tuer ces 15 hommes à l'intérieur. Jake hurla à travers une fenêtre brisée. Tu ne peux rien exiger de moi. Mais Frank, calme et patient, continua. Tu as le choix. Comme je l'ai donné à d'autres hommes en 68, dans des jungles bien pires que celle-ci. À l'intérieur, Scorpion guida les vétérans vers les charges explosives, tandis que la voix de Murphy retentissait dans leurs écouteurs, coordonnant chaque mouvement. Frank, quant à lui, gardait Jake concentré. Ce ne sont pas tes ennemis, Jake. Ce sont tes frères. Jake cria, hystérique. Ils ne sont pas mes frères. Les frères ne trahissent pas. Frank répliqua doucement. Tout le monde fait des erreurs. Les vrais frères se tiennent ensemble pour réparer les dégâts, pas pour en causer d'autres. Les vétérans avaient presque terminé leur mission. Alors que Jake levait le détonateur pour appuyer sur le bouton, Lightning, un vétéran infiltré dans le complexe, se jeta sur lui, l'immobilisant au sol. Le détonateur tomba, inoffensif, tandis que les vétérans investissaient le complexe et neutralisaient les dernières menaces. Tout est sécurisé, annonça Murphy à Frank par radio. Pas une seule charge n'a explosé. Frank entra dans le bâtiment pour trouver Jake, à terre, toujours enragé. Vous êtes mort, Frank. Vous m'entendez ? Vous êtes tous morts. Frank, calme, répondit. Non, fils. Nous sommes bien vivants.
Tout comme ces garçons que tu étais prêt à sacrifier, et cette ville que tu voulais brûler. Jake Marshall avait perdu son empire, mais Thunder Ridge avait gagné la paix. Les vétérans, debout comme des ombres protectrices, incarnaient la véritable force, non pas celle qui détruit, mais celle qui protège.